l'actualité de ce mardi, Idriss Déby aurait reçu 2 balles dans le dos dans la confusion des assauts. Selon Confidentiel Afrique, les proches du maréchal l'ont dissuadé en vain d'aller au front. Son fils Mahamat Idriss Déby est désigné chef d'État par intérim. Les derniers développements dans un instant. L'actualité, c'est aussi la vive émotion à Saint-Louis. La famille de l'artiste comédien victime d'agression réclame justice. L'autopsie a révélé plusieurs blessures par arme blanche et une main fracturée. Le choc est encore immense. Fond Covid-19, le personnel de santé dénonce une discrimination dans la répartition des primes de motivation. Les agents regrettent le mutisme des autorités. Andy Guessem annonce avoir déposé un préavis de grève. Et puis manque d'eau dans certains quartiers de Dakar. La situation va beaucoup s'améliorer au mois de mai avec l'apport de KMS3. Les autorités de la SONES et de la Seine-Eau donnent des gages. Le déficit en eau dans la capitale sera derrière nous. Un soulagement pour les quartiers de Ouakam, Usine et Cité Bissap. Voilà pour le sommaire, tout de suite le développement. Madame, Monsieur, bonsoir. L'onde de choc au Tchad, le maréchal Idriss Déby est mort au combat. Selon le journal Confidentiel Afrique, Idriss Déby aurait reçu 2 balles dans le dos dans la confusion des assauts. Le journal renseigne que des proches du défunt président, dont son fils et le patron des services de renseignement tchadiens, l'ont dissuadé en vain de se rendre au front. Idriss Déby était un aguerri des combats à l'arme lourde. Il a lui-même dirigé la colère de Bohoma, l'opération qui a permis d'éliminer 1 millier de terroristes et de nettoyer Boko Haram des partis tchadiens du lac du Tchad suite à l'attaque des djihadistes le 23 mars 2020. Pour lui, aller au front était tout à fait naturel en tant que chef de guerre. En témoigne sa prise de position prémonitoire en marge de l'opération Bohoma. Nous l'écoutons. Que vous avez vu un jour un chef d'État prendre une arme et aller se battre. Vous croyez que je l'ai fait parce que je suis brave? Je l'ai fait parce que je suis courageux? Non. Je l'ai fait parce que j'aime ce pays et je ne veux pas le désordre s'installe dans ce pays. Donc j'ai préféré aller mourir sur le terrain et ne pas voir le désordre qui s'en suivra. Et c'est donc une page qui se tourne. Le défunt président était au pouvoir depuis 30 ans. C'est son fils qui l'a succédé. Les derniers développements avec Ibrahima Kane. Après la mort du maréchal, un conseil militaire de transition avec à sa tête le fils du défunt président est mis en place pour assurer la transition. Général de corps d'armée à seulement 37 ans, Mahamat Idriss Déby Itno, jusque-là chargé de la protection de son père, dont il contrôlait la sécurité rapprochée, devient le nouvel homme fort du pays. Autre mesure prise par l'armée suite à la disparition du président Déby, la dissolution de l'Assemblée nationale et du gouvernement, sans oublier l'instauration d'un couvre-feu de 18h à 5h du matin et la fermeture des frontières terrestres et aériennes du Tchad. Après sa mise en place, le CMT promet l'organisation d'élections libres et démocratiques après une transition de 18 mois. Un deuil national de 14 jours est décrété par le CMT qui annonce déjà un gouvernement de transition en perspective. Le CMT a également lancé un appel au dialogue et à la paix à tous les Tchadiens de l'intérieur comme de l'extérieur pour la construction du pays. Pour rappel, Idriss Déby, au pouvoir pendant plus de 30 ans, est mort sur la ligne de front, séparant son armée des rebelles dans le nord du Tchad. L'homme venait juste d'être réélu pour un 6e mandat. Et au chapitre des réactions, le président de la République, Macky Sall, dans un tweet, déclare que le décès du maréchal du Tchad, le président Idriss Déby Itno, est une triste nouvelle. Je salue sa mémoire et rends un hommage appuyé à sa contribution à la stabilisation du Sahel. Paix à son âme. Et justement, quelles seront les conséquences sur la lutte contre le terrorisme dans le Sahel? En février dernier, le défunt président tchadien avait envoyé 1200
200 soldats dans la région dite des Trois Frontières pour lutter contre les djihadistes. Le Tchad compte au total près de 2000 soldats dans le G5 Sahel. Selon le journaliste analyste géopolitique Barkaba, la tâche risque de ne pas être simple pour son successeur. C'est un véritable séisme qui vient de se passer avec la disparition du président Idriss Déby, qui était un pion essentiel dans le dispositif de la lutte antiterroriste dans le Sahel et qui dirigeait une des armées les plus aguerries de la sous-région. Le premier défi d'abord pour le fils Déby, c'est de pouvoir asseoir sa légitimité. Une oligarchie militaire regroupée essentiellement autour de l'ethnie Zaghawa, qui est l'ethnie de Déby étant au pouvoir à N'Djamena. Est-ce que le fils Déby aura les épaules assez larges pour succéder à son père qui avait une carrure exceptionnelle? Pour moi, les jeux ne sont pas encore faits. Et puis les obsèques nationales du président Idriss Déby auront lieu vendredi à N'Djamena avant son inhumation dans sa région natale dans l'extrême est, a annoncé la présidence tchadienne ce mardi. Les obsèques officielles se dérouleront sur la place de la nation en présence de chefs d'État et de gouvernement de pays amis, lit-on dans un communiqué du protocole de la présidence. Voilà ce que nous pouvions dire sur la disparition du président tchadien Idriss Déby. L'actualité au Sénégal, la famille de l'artiste Mida réclame justice. L'homme serait victime d'une agression la nuit du dimanche à lundi. L'autopsie a révélé plusieurs blessures par arme blanche et une main fracturée. À Saint-Louis, c'est toujours l'émoi. À la rue Mactar Diallo, ses amis artistes sont toujours sous le choc. Voyons tout cela avec Ousseynou Diop et Habib Seck. C'est la tristesse à Saint-Louis, à la rue Mactar Diallo, après la mort de Biraye Sibi Dimbida, un jeune artiste tué froidement par des inconnus. Devant la maison mortuaire, la famille de la victime est inconsolable après les révélations de l'autopsie. Nous avons reçu le certificat de genre de mort. Il a été effectivement tué. Donc voilà, sans rentrer dans les détails quand même, il a été tué, ça s'est avéré d'après ce qu'on a reçu. A été tué, a été sauvagement et lâchement tué. Et ça, vraiment, nous le déplorons parce qu'en fait, lui, il ne mérite pas ça. Ce qui s'est passé ne peut pas quand même rester impuni. Ses frères et les acteurs culturels de la ville réclament justice et invitent les enquêteurs à faire le travail pour mettre la main sur le meurtrier. Clairement, c'est la justice. De toute façon, la police est là-dessus. L'enquête est déjà ouverte. Je pense que le travail sera fait dans les règles de l'art également. Qu'on retrouve celui ou ceux qui ont fait ça et que donc justice soit rendue. Quand même, Mida n'était pas n'importe qui. Il était aimé de tout le monde. Et chaque fois qu'on le voyait, il était dans des projets culturels, dans des projets. Le corps de Biraye Sibi est transporté à l'hôpital régional de Saint-Louis. Sur place, ses frères et amis écartent la thèse d'un différend politique et accusent un autre homme qui, selon eux, avait des différends avec la victime. Merci Ousseynou. Arrestation de cambrioleurs en flagrant délit à la ZAC de Thiès. Les malfaiteurs se sont plusieurs fois signalés dans les quartiers de la Cité du Rail. Ils ont finalement été arrêtés et déférés au parquet. Cheikh Anta Diop et Seyla Tir. Ils sont 8 jeunes âgés entre 17 et 47 ans arrêtés à Thiès par les éléments de la police de Nguent. Un jeune d'Oï, 18 ans, a été arrêté en flagrant délit de vol dans une batterie solaire, de caméras, projecteurs, ordinateurs et leurs accessoires. Au cours des investigations, le jeune Douy a dénoncé ses acolytes au nombre de 5 qui ont reconnu d'une manière ou d'une autre avoir participé au cambriolage. Dans la même foulée, les investigations ont également permis un transport à Mbour où 2 receleurs y ont été interpellés au marché central en possession d'une partie du matériel électronique volé à Thiès. Toutes ces personnes au nombre de 8 ont été déférées au parquet pour vol de matériel électronique, complicité, recel et association de malfaiteurs. Merci Cheikh Anta. Et puis nous venons de l'apprendre, 6 morts et plus d'une trentaine de blessés dans un accident survenu tout à l'heure à la sortie du village de Nyongolor sur la route nationale. En ligne avec nous, Aminata Goudiaby. Bonsoir Aminata. Bonsoir Chéri. Qu'est-ce que vous savez de plus sur cet terrible accident ? Vous l'avez dit, c'est un terrible accident.
qui s'est produit tout à l'heure, peu avant 17h, sur la route nationale numéro 1, à hauteur du village de Ndiongolor, dans la commune de Djougoup. 5 corps ont été dénombrés et une trentaine de blessés. Un passager est également porté et disparu. Il faut retenir qu'actuellement, toutes les autorités administratives et judiciaires de Fatick étaient sur les lieux pour constater les dégâts. Les populations riveraines de la commune de Djougoup également ont encore remis sur le tapis la question des ralentisseurs qui, selon ces populations, devaient être réalisés sur cette route nationale pour amoindrir un peu le nombre d'accidents le nombre d'accidents enregistrés sur cette taxe shérif. Merci beaucoup Aminata Goudiaby, correspondante à Fatick. Et je vous rappelle le très lourd bilan. Il s'agit d'une collision entre un camion et un bus de transport en commun en provenance de la zone sud. Le bilan est de 6 morts et d'une trentaine de blessés. Nous y reviendrons avec Aminata Goudiaby et Abdou Karim Bey dans nos prochaines éditions. L'autre grand titre de cette édition, Fonds Covid-19, le personnel de santé note une discrimination dans la répartition des primes de motivation. Ces agents regrettent le mutisme des autorités en charge de la santé. Le Bureau national de Handgesum déclare avoir déposé un préavis de grève. Maïmouna Ndiaye et Mohamed Diagne. Certains sont des infirmiers, d'autres des agents de santé communautaire. Ce personnel soignant se retrouve pour réclamer leur part du fonds de motivation Covid. Aucun ont reçu 3 mois, d'autres 2 mois, mais il y a la majorité qui n'a reçu aucun franc de ces fonds. Et c'est ce qui est déplorable. Depuis le début de la pandémie, ces travailleurs sont au premier plan dans la lutte contre la Covid-19. C'est le personnel le plus exposé. Et ils ont fait on a eu beaucoup de cas de Covid dans ce personnel. Alors, ils ont reçu 0 franc. Ils ont été oubliés dans cette motivation du personnel socio-sanitaire. Toutes les autorités ont été contactées pour ce constat, mais malheureusement, rien n'a été fait. On ne parle même pas du ministère de la Santé. Nous nous adressons directement au président de la République. Monsieur le Président, pour éviter des problèmes dans ce secteur de santé qui est vital, remettez l'ordre dans ces fonds Covid. Très engagés, ces travailleurs comptent faire usage de tous les moyens légaux pour réclamer leurs droits. Et merci beaucoup Maïmouna. L'actualité, c'est toujours l'affaire des médicaments saisis à la Padoie. Le syndicat des pharmaciens privés du Sénégal dément les avocats de la société chinoise mise en cause qui ont soutenu qu'il n'y a pas de faux médicaments. Dr Hassan Diop, secrétaire général de cette organisation, appelle les robes noires à savoir raison garder. Il est joint par Chérif Diab. L'OMS dit qu'une falsification, c'est un produit fabriqué et distribué illégalement sans l'accord des autorités sanitaires du pays. Et nous sommes tous d'accord que quand un véhicule de médicaments est de mauvaise qualité, le médicament véhiculé risque de ne pas donner les résultats escomptés, voire même être transformé au cours de son transport. Cela veut dire quoi? Que ces produits qui sont destinés à être injectés dans l'organisme, ce sont des produits qui doivent répondre à des critères bien précis. Critères d'innocuité, apérogénéité, stérilité, etc. Donc, personne ne peut aujourd'hui défendre que une partie des produits vus là-bas, en tout cas que nous considérons comme des faux médicaments, ne sont des dispositifs médicaux ou ne sont pas des faux. Et puis le sous-secteur du transport d'hydrocarbures a décrété 72 heures de grève ce mercredi à partir donc de 0 heure. Ils accusent les patrons du secteur de refuser de poursuivre les négociations concernant la convention collective. Face à cette situation, les transporteurs menacent de paralyser tout le système si leurs revendications ne sont pas prises en compte. Nous y reviendrons. La 20e édition du Forum de l'emploi a vécu avec un thème d'actualité, souveraineté économique, opportunité pour l'employabilité et l'emploi des jeunes. Le Forum du premier emploi est une occasion pour les jeunes en quête d'emploi d'embrasser le monde professionnel. Suivons là-dessus l'initiateur, le président Mbagnick Diop. Aujourd'hui, nous sommes à la 20e édition et je magnifie le partenariat public-privé
qui fait qu'aujourd'hui, nous sommes à même de pouvoir organiser une telle organisation, un tel événement, parce que le forum, c'est immense. Même si à cause de la pandémie que nous avons limité les inscriptions, c'est des milliers et des milliers de jeunes qui nous sollicitent. Donc je peux que m'en réjouir aujourd'hui d'avoir organisé 20 éditions sur 20 ans. Ce dont les jeunes ont besoin, c'est ce que nous leur offrons, c'est d'avoir l'opportunité de s'asseoir avec des recruteurs. Et dans ce forum, beaucoup de jeunes diplômés sont venus avec beaucoup d'espoir. Dans ce reportage, ils racontent comment il leur est difficile de trouver ne serait-ce qu'un stage. Reportage en marge du forum du premier emploi, Fatou Bintou Conté et Diafaraba. Il s'appelle Khalifa Ababakar Sambou. Ce jeune est un diplômé de comptabilité depuis 2019 et depuis lors, il peine à trouver un stage, à plus forte raison, un boulot. J'ai eu ma licence, je me souviens, j'ai eu ma licence en 2019. Depuis lors, je cherche un stage. Mais comme vous le voyez, ici au Sénégal, c'est tellement difficile de trouver un stage. Actuellement, il ne fait rien et profite de ce forum du premier emploi pour espérer décrocher un stage. Non, malheureusement, je ne fais rien. Comme Khalifa, Mohamed Ndiaye vit la même situation. Cet infographiste de formation court derrière un stage pour se performer. J'ai déposé pas mal de fois quelque part dans les entreprises privées. Et jusqu'à maintenant, c'est vraiment difficile. C'est pas du cadeau. En fait, je ne veux même pas dire que c'est pas du cadeau, mais c'est très difficile de trouver un stage de l'emploi ici dans ce pays. Malheureusement, raconte ce jeune diplômé, de l'argent lui est souvent demandé pour pouvoir en bénéficier. Vous voyez, un étudiant qui voudrait trouver de l'emploi pour venir en aide à ses parents, comment il pourrait faire pour payer un stage? Et à la base, moi, je pensais qu'un stage, c'est quelque chose, un moyen qui va te permettre d'intégrer l'entreprise. La problématique d'insertion professionnelle des jeunes diplômés dans le marché du travail devient préoccupante, d'où l'organisation par l'État du Sénégal d'un Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes ce jeudi par le chef de l'État. Et restons dans le domaine de l'emploi, Fat Bintou, avec ce cri du cœur des handicapés visuels diplômés de Ziguinchor. Le motif est le même que leurs camarades de Thiès qui ont marché pour l'emploi hier. Selon les handicapés visuels de la région de Ziguinchor, certains d'entre eux demandent leur insertion dans la fonction publique depuis le vote de la loi d'orientation sociale. Leur porte-parole avec notre équipe à Ziguinchor. Depuis lors, on a nos diplômes. On a été formé à l'Institut national des aveugles du Sénégal et depuis lors on a vu qu'on n'a pas une insertion depuis lors. Depuis lors on a des promesses non tenues par notre État et depuis ça fait maintenant des décennies, on est là, on est à leur écoute. Donc l'heure a sonné. Puisque le président lui-même a dit, il a entendu, il a vu et il a compris. Donc cette fois-ci, on alerte l'État, puisque c'est lui-même qui a fait des sorties pour dire ça. On fait partie de cette jeunesse-là qui attend de l'emploi. Parce que c'est pas parce qu'on est des handicapés, on ne doit pas travailler. On a refusé de mendier. Donc on a fait des bancs, même on a été à l'éducation supérieure. Donc pourquoi on n'a pas d'insertion depuis lors? Où se pose le problème? Puisqu'il doit recruter 6 000 personnes à la fonction publique. Et puisque nous, la loi d'orientation sociale dit qu'on nous a réservé 15% pour le recrutement à la fonction publique. Donc on a vu depuis 2010, depuis que la loi a été votée, depuis lors, on n'a même pas atteint les 6%. Manque d'eau dans certains quartiers de Dakar. Les autorités de la SONES et de la Sen'Eau donnent des gages d'amélioration de la distribution du liquide précieux. Vous le savez, les quartiers comme Usine, Ouakam ou Cité Bissap sont victimes du déficit en eau dans la capitale. Et selon les autorités, la situation va beaucoup s'améliorer au mois de mai prochain avec l'apport de KMS3. Pape Faraning et Pape Sangonembaye. Le manque d'eau sera un mauvais souvenir d'ici la fin du mois pour certains quartiers de Dakar. L'usine de KMS3 est dans sa dernière phase, informe le directeur général de la SONES. Dans les semaines à venir, au mois de mai, l'objectif qui nous est fixé par le président sera respecté. Nous notons une nette amélioration de la distribution dans certains quartiers. Pour la première phase, des milliers de mètres cubes seront produits par jour. Et on a quand même vu que
en injectant les 100 000 mètres cubes, nous notons une nette amélioration de la distribution dans certains quartiers. Il restera d'autres. Il y aura forcément une amélioration qui va se poursuivre. Une distribution assurée par la SINO après livraison. Le directeur régional annonce la fin du calvaire. C'est les quartiers de Usine Bentali, Usine Nyaritali, Wakam, n'est-ce pas, Cité Bissap, Cité Cheikh Amadou Bamba, c'est des quartiers qui vivent des situations très difficiles. C'est dû au fait que déjà, je vous ai parlé du déficit, n'est-ce pas, mais c'est des quartiers souvent qui sont situés sur le plan topographique à des niveaux un peu élevés par rapport au reste de la ville. Après 3 ans de construction, le KMS 3 va livrer ses clés au mois de mai 2021. Le directeur de la SONES promet une meilleure distribution dans les zones les plus reculées de la capitale sénégalaise. Merci Pape Farah. Violation du code de la construction. Le ministre de l'Urbanisme monte la garde. Les équipes de Abdoulaye Sow ont procédé à des visites inopinées dans des chantiers de la capitale. L'objectif était de constater les insuffisances dans la réalisation des bâtiments. Et sur le terrain, 5 violations ont été constatées. Mamadou Fall et Tierno Laurent Mendy. Médina, Ouakam, Almadies, Ngor, des sites visités inopinément par le ministre de l'Urbanisme dans le dessein de vérifier la construction des bâtiments en règle. Mais la surprise fut générale, aucun des 5 chantiers ne respecte le code. Les documents de chantier ne sont pas dans les chantiers, en violation flagrante du code de la construction. Mais aussi, même ceux qui ont ces documents, il y a beaucoup de documents qui manquent sur l'étude de sol, sur les contrats avec le bureau de contrôle, etc. Mais nous avons, conformément à l'instruction du chef de l'État, demandé à ce que l'IGB soit renforcé en termes de moyens pour pouvoir d'abord faire le travail de sensibilisation, mais aussi un travail de contrôle permanent. Une situation intolérable, selon le ministre Abdoulaye Sow, raison pour laquelle des convocations ont été décernées aux différents responsables. Dès que le constat est fait que les documents ne sont pas sur place, que certains documents manquaient, il fallait arrêter les travaux. Et vous avez vu que sur tous les 5 chantiers que nous avons vus, tous ont été arrêtés. Ils répondront à la convocation et présenteront les documents qui leur ont été demandés. La visite inopinée du ministre et sa délégation se range dans le souci de préserver les populations d'une quelconque catastrophe liée à des défauts de construction. D'ailleurs, il promet que d'autres opérations seront menées dans tout le Sénégal. Merci Mamadou. Comment réussir la meilleure gestion de la carrière des artistes? L'association des managers et agents d'artistes est en conclave pour répondre à cette préoccupation. Un atelier de formation est initié dans ce sens pour renforcer la capacité des managers, aider aussi ces acteurs à mieux s'investir dans l'environnement des métiers de la musique et des activités connexes. L'objectif est d'aider les musiciens à vivre de leur art. Suivons à ce propos Moustapha Ndiaye, secrétaire général de l'Association des managers et agents d'artistes du Sénégal. Il est interrogé par Ibou Diouf et Amadouba. Le secteur aujourd'hui, la formation manque. La formation manque et on a un métier qui est très sensible et très aussi dépendant du développement de carrière de nos artistes. Et on a des fois d'excellents artistes, mais souvent dont le management qui les accompagne est assez mitigé. Maintenant, pour ça, il n'y a que les formations pour ça. On organise des ateliers, des rencontres professionnelles chaque jour dans le souci de renforcer les capacités des acteurs. Parce que, comme on le sait, ça fait partie des besoins les plus partagés un peu par les acteurs. Donc, on a voulu profiter de ce mois de Ramadan. Comme nous, on est inactifs, ce qui est très normal. Donc, on profite de ça pour renforcer les capacités des acteurs. Et puis ce 20 avril marque l'an 1 de la loi relative à la réduction de l'incidence sur l'environnement des produits plastiques. Mais les environnementalistes se désolent de son faible impact. Ils invitent les autorités à prendre de nouvelles mesures pour l'application de la loi. Abdourahmane Diallo et Mamadou Gueye. Un an après l'entrée en vigueur de la loi sur l'interdiction des plastiques, les acteurs de l'environnement se désolent du fait que la loi n'est pas appliquée. Les plastiques, ça tue même les personnes, ça ne tue même pas l'environnement, mais ça tue d'abord les personnes avant de tuer l'environnement. Parce qu'il y a beaucoup de produits que nous utilisons sont des produits cancérogènes. Le plastique est là pour détruire notre environnement. Et comme je le dis souvent, vous allez à la plage de Tiripanon là à côté, vous allez voir que si vous voyez 10 kilos de sachets plastiques, de déchets plastiques, sachez qu'il y a
1 tonne dans la mer. Et sachez que c'est comme ça que ça se passe dans la forêt, là où on cultive. Les terres sont devenues, ne sont plus riches à cause des plastiques. Les champs deviennent de plus en plus encombrés par les plastiques. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, les plastiques tuent. Ces acteurs qui œuvrent dans la protection de l'environnement ont formé 20 personnes dans la fabrication de l'emballage. C'était 20 personnes qui ont été formées sur la confection des emballages en papier craft et sur les papiers en ciment recyclés. Pour montrer que dans chaque chose, quand on interdit une chose, il faut mettre une alternative. Nous, notre credo, c'est mettre une alternative après une interdiction. Ces environnementalistes prévoient aussi d'autres activités dans le département de Mbour, comme le reboisement et autres, afin de conserver les bienfaits environnementaux. Merci Abdourahman. Congrès continental de l'Organisation du sport travailliste et amateur. 11 pays africains réfléchissent pour enclencher une nouvelle planification et engager de nouveaux chantiers pour l'avenir. Venu présider la rencontre, le ministre des Sports se réjouit de cette initiative. Matarba s'est aussi exprimé sur le cas Aliou Cissé, sélectionneur de l'équipe nationale du Sénégal. Nous écoutons le ministre des Sports avec notre équipe à Mbour. Nous sommes venus au nom du chef de l'État, le président Macky Sall, manifester notre gratitude, mais aussi la détermination du Sénégal à accompagner tous les sports, notamment les sports travaillistes. Tout en sachant que le milieu administratif, le milieu du travail, a besoin aussi d'un levier sur lequel s'appuyer pour que la concurrence ne soit pas dénaturée et que les bonnes relations puissent prendre le dessus sur tout. Donc, comme je l'ai dit aussi à la fin de mon discours, le Sénégal attend les conclusions de ce congrès parce que c'est un organe décisionnel très fort. Nous attendons en tout cas cette décision pour pouvoir l'adapter au Sénégal et mieux être aux côtés de notre fédération des sports travaillistes. Vous savez que ce n'est pas le ministre des Sports qui règle le staff technique d'aucune fédération. D'ailleurs, on peut nommer les directeurs techniques, mais les entraîneurs sont des agents des différentes fédérations. Donc, vous poserez la question à Augustin Senghor, il vous répondrait. Mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que je porte l'objectif du peuple sénégalais qui est d'aller gagner la Coupe d'Afrique. Et j'y travaille pour mobiliser les bonnes conditions de préparation et les bonnes conditions de participation de notre équipe nationale. Et dans l'actualité sportive, justement, l'ASC Jaraaf joue sa place en quart de finale de la Coupe de la Confédération africaine ce mercredi à Thiès. Mais premier du groupe C, Jaraaf a besoin d'une victoire face à l'Étoile sportive du Sahel pour composter son ticket. Cher Sadibou Diarra et Amadouba. Le destin de l'ASC Jaraaf en Coupe CAF passe par une victoire ce mercredi devant l'Étoile sportive du Sahel. Une occasion que le club de la Médina ne veut pas gâcher. Nous sommes conscients de l'importance de ce match parce que nous, on veut chercher la qualification ici au Sénégal, ne pas attendre d'aller en Tunisie pour chercher la qualification, ce n'est pas du tout sûr. Nous, on cherche la qualification à 100% ici à Thiès. À Thiès, donc, il n'y a pas de souci à se faire. Moi, je connais les joueurs, je connais leur état d'esprit. S'ils récupèrent et s'ils sont agressifs devant les Tunisiens, je pense qu'on peut avoir la victoire. Pour vous dire qu'il n'y a pas de souci à se faire pour ce match. On va le préparer comme on a préparé les autres matchs. L'essentiel, c'est d'être plus conquérant pour ne pas tomber dans des calculs, pour encore avoir dans nos mains notre destin. Donc la victoire le mercredi, c'est impératif. Si on fait match nul et l'équipe adverse, l'autre équipe gagne là-bas au Bénin, nous sommes dans des calculs et vous savez, jouer dans un pays maghrébin, c'est pas toujours facile. Un impératif de victoire, source de motivation. Cette pression, on le transforme en une obligation de ne pas décevoir le peuple sénégalais parce que le football sénégalais est dans un moment où une équipe locale se qualifie en Coupe CAF durant cette période. Ça sera très intéressant. Moi, le discours c'est clair. Nous, on a cette pression, on le transforme en motivation ou bien on se met dans l'obligation de ne pas décevoir tout un peuple. Et pour jouer sur les différents tableaux, les verts et blancs comptent se renforcer. Moi, de toute façon, où le Jaraaf, nous n'allons pas prendre un jour qui ne pourra pas apporter plus de ce qu'on a. Pour vous dire que nous sommes à la recherche peut-être d'un jour, que ça soit derrière ou devant, qui peut apporter plus que ce qu'on a aujourd'hui. Pour vous dire que le mercato s'est commencé depuis longtemps. Pour le Jaraaf, on a déjà Mako qui est qualifié. On est déjà aussi Aaron Hussein qui est qualifié aussi. C'est au stade La Dior de Thiès que l'ASC Jaraaf accueille pour la 5e journée du groupe C de la Coupe CAF l'Étoile sportive du Sahel de la Tunisie. Coup d'envoi à 16h.
Merci, cher Sadibou. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. À suivre sur TFM, les 5 minutes d'Oustaz Pape Anne et puis votre émission Ziar avec Yahawa et Oustaz Modou-Fall. Et puis un peu plus tard, en deuxième partie de soirée, Quartier Général avec Pape Cheikh et toute l'équipe. Excellente suite des programmes. Restez avec nous, vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.